Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour notre table ronde intitulée IA, réconcilier les mondes réels et virtuels. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir auprès de nous Elisabeth Moreno, présidente de Ring Africa et de Femmes Numérique, et Mathieu Courtecuisse, directeur général de SIA Partners. Peut-être pour revenir un petit peu sur disons, toutes les mutations que l'intelligence artificielle générative a, disons, ébauché depuis 1 an et demi et le lancement de ChatGPT en novembre 2022. On assiste depuis à une certaine frénésie en termes d'investissement, de développement technologique, avec quasiment chaque semaine de nouvelles annonces de la part des entreprises et des organisations qui ont décidé de se lancer dans la course. Parmi les derniers, on peut citer il y a un mois le lancement de ChatGPT 4o par OpenAI, donc qui est une IA qui permet de répondre en direct à l'oral à des questions, de lire notamment. Et également cette semaine, le lancement par le français, en l'occurrence QTAI, également d'une intelligence artificielle capable de répondre à la voix. Donc on voit toutes ces mutations et dans le même, par le même coup, l'émergence d'énormément de supputations et d'inquiétudes sur la place que l'intelligence artificielle va prendre dans nos vies et dans notre quotidien et notamment dans notre travail. Certains craignent que l'intelligence artificielle ne remplace le travail des cols blancs, celui des écrivains, celui même en tout cas même la fonction des petites copines dans les cas les plus extrêmes. Et face à cette vague d'interrogations, on aura donc le plaisir d'échanger avec nos deux invités. Je commencerai peut-être par vous, Mathieu Courtecuisse. Face à notre thème, j'aimerais vous demander comment est-ce que selon vous, l'IA va nous amener à repenser nos interactions sociales ? Merci de l'invitation. C'est une très bonne question. Mais alors, je me suis dit que plutôt que d'avoir un discours totalement théorique pendant cette session, que c'était mieux d'inviter aussi sur scène un avatar ou 2 avatars. Donc, avec notre équipe d'IA, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé, on a retravaillé, on a créé l'avatar d'Elisabeth. Pour pouvoir voir si aujourd'hui elle est en mesure de penser comme elle, ou voire même de nous remplacer ou de nous augmenter. Donc la question c'était, donc je vais le tester. La question c'était donc comment l'intelligence artificielle va nous amener à repenser nos interactions sociales. Alors je repose la question à l'avatar. Comment l'intelligence artificielle va nous amener à remplacer les interactions sociales. Donc là, il faut le temps qu'il prépare. Voilà, j'interroge. Donc on l'a appelée Elisa. Si la question m'avait été posée directement, il y a longtemps que j'aurais répondu. Je dis ça, je dis rien. Alors là, il y a un problème de réseau, je crois. Non, je suis sûr que ça va marcher. Il faut juste meubler. Alors, je sais pas ce que vous... Moi, je suis super contente d'être là. Je l'ai. Alors, j'espère que ça va bien passer. L'intelligence artificielle est un formidable levier pour transformer la manière dont nous interagissons, mais elle ne remplacera jamais complètement les interactions sociales humaines. Voyons l'IA comme un allié capable d'améliorer notre communication et de dépasser des barrières comme la distance géographique. Pourtant, elle ne pourra jamais remplacer l'empathie ou la compréhension propre aux relations humaines. Il est essentiel de trouver un équilibre entre nos interactions technologiques et nos échanges en personne. En fin de compte, l'IA peut nous offrir de nouvelles façons d'interagir sans pour autant se substituer à nos connexions humaines authentiques. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que ça correspond à ce que vous auriez dit ? Je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que je pense qu'il a repris simplement ce que j'ai dit et qui a été enregistré. Donc, en ce sens, c'est impressionnant. C'est impressionnant aussi de voir la manière dont le ton de la voix, je reconnais mon identité vocale, mais j'espère que je ne parle pas de manière aussi robotisée que cela. Et je crois que finalement, cet exercice montre que l'intelligence artificielle n'a d'intelligente que ce que l'humain veut bien lui prêter.
Parce que si finalement vous n'aviez pas posé la question de la bonne manière, si vous ne l'aviez pas guidé dans ses recherches pour qu'il sache qui est Elisabeth Moreno, celle qui va être sur scène aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une bombasse latine en Amérique du Sud qui n'aurait probablement pas dit la même chose que moi alors qu'elle s'appelle Elisabeth Moreno. Donc ça me rassure sur le fait qu'il y a encore quelques années à venir avant que cette intelligence artificielle ne me remplace. Alors, juste quand même, alors c'est peut-être pour vous effrayer un petit peu, mais il a suffi qu'on ait 2 minutes de capture de son de votre voix pour pouvoir la répliquer. Et donc ça veut dire quand même que vis-à-vis de n'importe qui est dans la salle et qui a pris la parole quelque part, la capacité à faire de l'impersonnification est absolument à la portée de n'importe qui, parce que ce travail qui a été fait, alors vous êtes une personnalité publique, donc on a pu facilement collecter de l'information sur ce que vous avez dit, etc. Mais en réalité, ça coûte d'abord très peu cher, c'est quelques centaines d'euros pour faire ça. Et on a vraiment avalé l'ensemble de ce que vous avez pu publier depuis des années. Donc, simplement, on voit bien aussi que dans les cybermenaces, on entre dans une nouvelle ère. On peut avoir des gens qui travaillent dans le secteur bancaire, par exemple, ici. Donc, c'est évident que, par exemple, si on veut appeler sa banque pour faire une demande de virement à quelqu'un qui n'est pas prévu, eh bien, c'est très facile à faire. Donc, on rentre dans une nouvelle séquence. Et vraiment, ce n'est pas rocket science qui a été fait là. On est vraiment dans un monde où le virtuel et le réel sont totalement confondus d'ores et déjà. C'est intéressant quand même, au-delà de la boutade, c'est intéressant de se dire que là, on a fait un exercice qui est fondamentalement pas dangereux, mais comme vous l'avez dit, imaginez chacune et chacun d'entre nous dans cette pièce que notre voix, notre tonalité, nos mots, notre façon de penser puissent être capturés. Quand c'est fait par des personnes bienveillantes, c'est OK. Quand c'est fait par des personnes bienveillantes sans votre autorisation, ça commence à devenir un peu moins OK. Quand c'est fait par des personnes qui ont volontairement des intentions malsaines, là, ça peut devenir extrêmement dangereux. Et quand vous dites que ça n'a demandé qu'une centaine d'euros, à un moment où les mauvaises informations, les fake news circulent de manière vertigineuse, imaginez que notre identité peut être, entre guillemets, volée de cette manière, ça me préoccupe énormément. Alors, j'ai presque envie de vous demander, Mathieu, je vois la manière dont vous utilisez l'IA au sein de votre entreprise pour performer davantage, pour rendre vos collaborateurs et collaboratrices plus efficaces, voilà. J'ai envie de vous demander que fait une boîte comme SIA Partners quand il s'agit de protéger l'identité des gens qui servent à construire cette intelligence artificielle ? C'est-à-dire que de la même façon qu'on est en capacité de la produire, on est capable de contrôler si c'est de l'intelligence artificielle ou c'est des personnalités humaines qui sont effectivement derrière. Mais les techniques progressent très très rapidement et il faut augmenter aussi les technologies en termes de cybersécurité par de l'IA pour pouvoir faire un contre-IA en réalité et avoir une stratégie adverse. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, de façon générale, donc là on a vu la partie un peu négative, on va dire, mais ça permet aussi d'augmenter beaucoup de gens, c'est-à-dire que ça peut permettre de pré-mâcher votre activité, ça permet par exemple à quelqu'un qui est dans un magasin de l'aider concrètement à accompagner un client, c'est pareil pour les centres d'appel, c'est évidemment possible dans énormément d'activités et il faut le voir d'abord comme une logique d'augmentation avant d'être une logique de remplacement. Oui, mais ça signifie aussi que nos interactions humaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période pendant la Covid où, au début du confinement, on était bien content de travailler dans nos bureaux ou dans nos chambres ou dans nos cuisines avec le bas de pyjama et la chemise tout à fait correcte en haut pour faire les visios, etc. On s'est rendu compte au bout d'un certain temps quand même que les interactions humaines sont extrêmement importantes si on veut être plus efficace, plus engagé et donner plus de sens au travail. Quand on parle de salariés engagés et qu'on se rend compte déjà aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle n'est pas
pleinement déployée dans le monde de l'entreprise, on peut se poser la question de savoir si cette intelligence artificielle ne va pas encore plus tuer ces interactions humaines et si on ne va pas... Souvenez-vous, à la sortie du confinement, beaucoup de gens ne voulaient plus retourner dans le monde de l'entreprise, ne voulaient plus socialiser, ne voulaient plus rester, elles voulaient rester confinées. Est-ce que si on pousse l'intelligence artificielle jusqu'au bout, on ne va pas se retrouver dans cette situation où, parce que vous êtes mal au boulot, parce que votre patron vous prend la tête, parce qu'un collègue vous a mal parlé, parce que vous êtes sous pression, parce que... Est-ce que ça ne va pas encore plus nous couper de nos relations humaines ? Alors là, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on aura différentes modalités. C'est-à-dire que la capacité à développer des jumeaux numériques, on va pouvoir le faire avec vraiment des modalités différentes. Ça pourrait être juste un assistant, ça pourrait être un remplaçant, ça pourrait être aussi dans le domaine de la révolution physique, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est perçue comme un élément très logiciel, mais en réalité, le monde va très vite se peupler d'humanoïdes. Là, c'est une question de mois, d'années. C'est déjà le cas dans des entrepôts logistiques. Ça va être très très rapide. Et donc en fait, on va avoir toutes ces modalités qui vont être possibles. Alors ça va peut-être engager le retrait d'un certain nombre de personnes dans leur travail, dans leur quotidien. Mais moi, j'ai envie de voir aussi la partie positive. C'est une question d'adaptation, de transformation culturelle. Et je suis sûr qu'on trouvera plein de nouvelles opportunités. Alors comme c'est une controverse, je vais continuer dans cette partie-là. Quand vous dites que le monde va s'humanoïser, oui, mais on va aussi en même temps créer de plus en plus d'inégalités. Moi, il y a une chose qui m'a frappée. Quand le numérique a commencé à se populariser, j'ai espéré que cet outil serait accessible à tous et que chacun pourrait en tirer le meilleur parti. Ce qui se passe aujourd'hui, 20 ans ou presque 30 ans après, c'est qu'on se rend compte qu'on a commencé à se préoccuper de la manière dont le monde était en train de se numériser. C'est-à-dire que tant qu'on disait que certains jobs, on va dire les jobs les moins valorisés, les jobs sur lesquels on est vraiment dans la robotisation classique et traditionnelle, eh bien, tant que ça se passait comme ça, on ne s'en est pas trop préoccupé. On a commencé à se préoccuper des métiers qui allaient disparaître dans le numérique grâce à l'IA ou à cause de l'IA, quand il a touché des métiers d'avocats, de consultants, de médecins, etc., etc. Donc ce que je crains, c'est que cette intelligence artificielle galopante ne pourra être accessible que par un certain nombre de personnes, par une certaine catégorie, ce qui veut dire que les inégalités sociales qui existent aujourd'hui vont encore plus se déployer et il y a fort à parier que les métiers qui disparaîtront en premier, ce sont les métiers des personnes qui n'ont pas beaucoup de qualifications, qui n'ont pas beaucoup de moyens de se former pour s'adapter à ce nouveau monde numérique. Donc on peut légitimement se poser la question de savoir si cette intelligence artificielle va réduire les inégalités sociales ou si elle va malheureusement accélérer les inégalités sociales. Alors, en matière d'inégalité, alors je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment une question sociétale qui est posée, mais alors d'abord, le développement de l'IA répond quand même à deux impératifs économiques qu'on a, au-delà du social. C'est répondre au vieillissement de la population. Donc on a un sujet quand même, et le développement d'humanoïdes demain permettra dans certaines sociétés, il suffit d'aller en Corée ou au Japon pour bien comprendre qu'ils sont dans un vieillissement de la population qui est 10-15 ans en avance de ce qu'on nous on vit, mais c'est un impératif social en réalité aussi pour eux, pour les métiers du care, pour d'autres métiers, d'avoir cette réponse-là. Il y a un autre impératif économique qui est la productivité. Pardon Mathieu, ouais. Les métiers du care, enfin, l'accompagnement des personnes âgées pour pouvoir... Juste pour que je fasse le lien, les métiers du care, avec l'intelligence artificielle... Humanoïde. Humanoïde ? Oui. Je suis pas d'accord. Mais non, parce que l'intérêt... l'intérêt quand même de l'intelligence artificielle, et je trouve que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est d'augmenter l'humain. Je peux imaginer que dans une entreprise comme SIA Partners, c'est
l'intelligence artificielle qui va prendre toutes ces parties des métiers de consultants qui sont extrêmement rébarbatifs, où on va vous balancer un dossier 2 jours avant de le rendre en vous disant il y a 1000 pages, il faut que tu les aies lues, que tu les aies analysées et que tu aies donné la réponse à notre client. Là, on peut imaginer qu'effectivement, il va être augmenté. Mais sur les métiers du care, on est en train de dire que plutôt que de faire gagner du temps à l'humain pour lui permettre de faire ce qu'il sait mieux faire que n'importe quelle machine, il est possible qu'on donne à l'intelligence artificielle nos relations humaines les plus précieuses vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des enfants et ce genre de choses? Non, c'est-à-dire que par exemple, prenons l'exemple de maisons de retraite, s'il y a un déficit de personnel, comme c'est le cas au Japon ou en Corée, vous allez pouvoir prendre les personnes qui font le nettoyage, par exemple, de ces maisons, les remplacer par des humanoïdes qui auront l'intelligence de pouvoir faire le ménage, et vous pourrez recentrer le faible nombre de personnes réellement disponibles pour accompagner les personnes âgées dans leur quotidien, discuter avec elles, etc. Donc il y aura une réallocation qui va se faire. Concernant les activités de col blanc, là on a déjà des études qui montrent que l'utilisation de l'IA dès aujourd'hui permet potentiellement de réduire sur une semaine de 40 heures 5 à 6 heures de travail pénible par semaine. Donc, ce que vous évoquiez, l'automatisation de tâches, etc. Donc après, la question de société qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette productivité? Est-ce qu'on va décider de passer une semaine à 30 heures ou à 32 heures ou à une semaine de 4 jours, peu importe? Ou est-ce qu'on va maintenir une logique de compétition économique qui sera associée? Donc ça, ce seront des choix de société qui reviendront à traiter le sujet des inégalités sociales. En revanche, moi, en termes d'inégalités, ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est les inégalités entre pays, et notamment les pays qui produisent ces technologies et versus les pays qui ne font que les utiliser. Et donc l'écart qui se creuse, et qui se creuse très rapidement, il suffit de regarder l'évolution du PIB par tête entre les États-Unis et même le Canada par rapport à l'Europe. Depuis Covid, l'écart est absolument incroyable, et on est au début de la trajectoire. Donc il y a un impératif de se remettre dans la compétition économique en termes de production et des technologies et de l'innovation, parce que c'est bien le couple des deux qu'il faut pouvoir traiter. Et là, je pense que c'est... Alors, non seulement je suis complètement d'accord avec vous, moi j'étais convaincue que cette 4e révolution industrielle, qui est la révolution numérique, serait profitable pour des pays émergents. Je pense notamment au continent africain qui a véritablement besoin de ce genre d'outils pour pouvoir se développer et faire son saut de développement. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, par exemple, ne fonctionne que si vous avez de l'électricité. Or, aujourd'hui, vous avez plus de 600 millions de personnes sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, comment est-ce qu'on peut espérer que ces personnes-là aient accès à ces technologies dont elles ont besoin pour leur développement? Et puis après, puisqu'on parle des ressources, on va parler des ressources humaines. Et ça ne va pas vous surprendre, je vais parler des femmes. On a aujourd'hui moins de 30% des femmes, et je reviens donc en Europe, on a moins de 30% des femmes dans les pays industrialisés, dans les pays dits développés, qui s'intéressent au métier du numérique, qui vont s'intéresser à l'intelligence artificielle, qui vont s'intéresser à la cybersécurité. Et alors qu'elles ne sont qu'à peine 30% à s'intéresser à ces mondes-là, elles utilisent ces outils en permanence, tous les jours, parfois sans s'en rendre compte, et donc sans se rendre compte des dangers que sous-entendent ces métiers. Et puis la 3e ressource quand même dont je voudrais parler, et ça c'est d'un point de vue global, c'est que pour que l'intelligence artificielle, notamment, amène toutes ces promesses et profite encore une fois à tout le monde, ça va demander des ressources énergétiques planétaires, que nous n'avons presque plus aujourd'hui. Alors, comment on va faire pour tirer profit d'un progrès technologique qui est certain, mais qui, 1, ne va servir qu'à une partie de la société, qui, 2, va consommer plus qu'on ne le peut ou surexploiter nos ressources, et qui, 3, va répondre aux besoins de développement globaux?
Peut-être, on voit que la controverse fait son effet et qu'on a deux points de vue très différents. Peut-être que je pourrais vous demander à l'un et à l'autre, Mathieu Courtecuisse, quels sont les risques principaux que vous voyez avec l'émergence de l'intelligence artificielle, et Elisabeth Moreno, quels sont les avantages qu'on peut tirer finalement de cette évolution-là? Alors, je vais répondre juste après, mais j'ai juste une petite anecdote à partager concernant l'Afrique. Alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais aujourd'hui, OpenAI emploie 4000 personnes au Kenya pour faire l'annotation des modèles. Donc, finalement, le Kenya est associé comme pays stratégique au développement de ces modèles pour faire l'annotation qui va derrière. Donc, il peut y avoir aussi des opportunités qui se présentent, à condition d'être bien positionné dans la chaîne de valeur. Donc, par rapport au risque, par rapport à l'IA, alors ça dépend de la nature des risques et ça dépend pour qui. Moi, j'ai tendance à avoir beaucoup d'opportunités. Je pense que le gros challenge, c'est quand même l'acceptabilité sociale qui est nécessaire d'avoir. Et puis enfin, comme l'a évoqué aussi Elisabeth, il y a le sujet de la consommation énergétique. Et là, on voit quand même des lueurs d'espoir avec les nouvelles générations, par exemple, des puces NVIDIA, qui consomment 30 fois moins d'énergie que celle d'avant. Ça ouvre quand même des opportunités et des perspectives qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent. Il suffit de regarder la consommation énergétique ce qu'on appelle en France des GAFAM. Vous prenez une entreprise comme Meta, sa consommation énergétique augmente de 4 à 5% seulement par rapport à une entreprise dont le revenu augmente de 30 à 40% par an. Donc ces entreprises font énormément d'engineering et qui permettront d'ouvrir des perspectives à moyen terme sur un réel contrôle de l'utilisation directe de l'intelligence artificielle, sachant qu'en parallèle, eh bien, on a aussi les cas d'usage de l'IA qui permettent aussi de déployer de la transition énergétique. Donc il y a les deux faces, ce sont des challenges et c'est aussi la place aussi des pouvoirs publics à un moment donné d'intervenir si nécessaire pour accompagner ces transformations. Moi, j'ajouterais peut-être en termes de défis, c'est la protection des données personnelles. Ça, je pense que et l'exercice qu'on a fait avec l'intelligence artificielle tout à l'heure était intéressante. Le droit de propriété, des gens qui vont travailler pendant des heures et des heures et des heures pour produire un livre, pour produire des analyses, pour produire des données et qui finalement peuvent en perdre la propriété parce que n'importe qui peut les réutiliser. Il y a aussi une question d'éthique et de morale, parce que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, et comme tous les outils, s'ils sont mal utilisés, mal à propos, ça peut devenir extrêmement dangereux. Et il y a une question de réglementation planétaire qui aujourd'hui peine à s'imposer parce que on va dire que les plus grands fabricants de ces outils ont une telle force de frappe qu'il n'y a pas aujourd'hui une réglementation mondiale qui peut protéger les individus. Après, moi j'ai passé 20 ans de ma vie dans le monde des technologies, j'y crois, je pense qu'il y a énormément d'avantages et je vais vous donner 2-3 exemples. Et je vais commencer, levez la main si vous vous souvenez du film Avatar, levez la main, voilà. Ben, vous voyez, moi j'ai un handicap et je me souviens combien j'avais été fascinée de voir que ce militaire, qui dans la vie réelle pouvait être dans un fauteuil roulant et qui, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait aujourd'hui se dire qu'en mettant un casque de réalité virtuelle, vous pouvez être une personne âgée dans un EHPAD, vous pouvez avoir un handicap, vous pouvez être une personne qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, vous ne pouvez pas voyager, et ben, en restant dans votre fauteuil, en restant dans votre lit parce que vous avez une maladie, en fait, vous pouvez transcender toutes les barrières géographiques, toutes les barrières physiques, parce que ce que vous vivez finalement dans ce monde métaverse qui est en train de se créer, c'est que vous vivez dans un monde virtuel, mais vous vivez en ressentant les émotions comme si vous les viviez véritablement. Moi, je trouve que ça, en termes de progrès, pour nous permettre de voyager à travers le temps, à travers l'espace, c'est fabuleux. Après, j'ai vu aussi un exemple qui m'a vraiment glacé le sang. C'était une mère qui a perdu sa petite fille à l'âge de 3 ans,
qui n'arrivaient pas à en faire le deuil et dont la psychologue a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse dire au revoir à son enfant et qu'il lui réponde. D'abord, en tant que mère, je me suis dit, mon Dieu, comme ça peut aller loin. Ensuite, je me suis dit, en l'occurrence, ce qu'elle racontait, c'est que ça lui avait permis de faire son deuil, mais qu'est-ce qui se serait passé si elle s'était accrochée à cette image virtuelle de son enfant et qu'elle ne s'en détache pas et qu'elle n'arrive pas à faire ce deuil? Et on est à un moment de notre humanité où finalement on a tendance à se replier sur soi parce qu'on porte tellement de maux, tellement de désespoir. Qu'est-ce qui va finalement se passer si on considère que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est tellement terrifiant qu'on préfère se réfugier dans ce monde virtuel parce que là, on est beau, on est intelligent, on est riche, on est capable, etc., etc. Donc, je vois ces possibilités de nous transcender et de nous transformer en mieux, mais je vois, encore une fois, ces inégalités liées au fait que, 1, tout le monde n'y aura pas accès, 2, il n'y a pas de réglementation, 3, tout le monde ne comprend pas encore comment ça fonctionne et par conséquent, il y a des dangers qu'on ignore. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Le temps est écoulé, donc on va devoir s'arrêter là. Merci.